Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 30 juin. Au sommaire cette semaine, 5 articles. La consommation des ménages français augmente de 0,5% au mois de mai, à lire sur bfmtv.com. Le quick commerce n'est pas une menace pour le commerce français, à lire sur e-commercemag.fr. 9 Français sur 10 attendent d'une marque qu'elle contribue au bien commun, à lire sur e-marketing.fr. Livre, Amazon attaque en justice la hausse des frais de port, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, premier pas positif d'IDKids avec sa marketplace, à lire sur republicretail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. La consommation des ménages français augmente de 0,5% au mois de mai, à lire sur bfmtv.com en date du 30 juin. La consommation des ménages français a augmenté de 0,5% en France au mois de mai. Selon l'INSEE, la consommation des ménages est en bien augmenté donc de 0,5% en France par rapport au mois d'avril, mais elle reste inférieure de 3,6% au niveau atteint il y a un an, a rapporté vendredi l'INSEE. La hausse sur un mois s'explique principalement par une consommation plus importante d'énergie qui progresse de 2,2%, tirée par les dépenses de carburant et une hausse de la consommation de gaz, a précisé l'Institut national des statistiques. La consommation alimentaire est également en hausse, mais seulement de 0,3% sur un mois, sur fond d'inflation à 2 chiffres pour l'alimentation. Sur un an, les dépenses alimentaires sont en fort recul de 9,7%. Par rapport à avril 2023, la consommation de biens fabriqués est en légère baisse de 0,2%, plombée par celle des biens durables qui diminue de 0,5%. Bijouterie et horlogerie, cette baisse pour les biens durables s'explique par le recul des achats de bijouterie et d'horlogerie, ainsi que par la diminution des achats de voitures, notamment d'occasion et d'équipements automobiles, détaille l'INSEE. Les dépenses en habillement textile augmentent de 1,5% sur le mois, mais diminuent de 6,1% sur un an. Enfin, l'INSEE a revu à la hausse l'évolution de la consommation des ménages sur le mois d'avril. Celle-ci s'inscrit toujours en baisse, mais seulement de 0,8% contre 1% rapporté initialement. Le quick commerce n'est pas une menace pour le commerce français, à lire sur e-commercemag.fr en date du 26 juin. Depuis fin 2022, nombre de personnalités politiques se battent pour réguler l'implantation des enseignes de quick commerce. Décryptage de ce modèle économique et son impact sur le paysage commercial français avec Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Le quick commerce menace-t-il le modèle économique du commerce français ? À date, c'est loin d'être le cas. À son apogée en 2021, le quick commerce avait globalement un chiffre d'affaires équivalent à celui d'un seul hypermarché, 170 millions d'euros de CA, du commerce de détail, pour un commerce de détail de 500 milliards d'euros. Dans la ville la plus prisée, Paris, il y avait 80 dark stores contre 60 000 commerces. En 2022 et encore aujourd'hui en 2023, toutes les entreprises tech, le secteur est entré dans une phase de consolidation radicale. En un an à peine, nous sommes passés de 9 acteurs à 2, dont un en redressement judiciaire. Dans 6 mois, qu'en restera-t-il ? Je l'ignore. En tout cas, ce n'est pas une menace pour le commerce français. Les dark stores, tels qu'ils existent actuellement, sont désormais interdits à Paris. Préconisez-vous cela pour toute la France ? Les dark stores ne sont pas interdits. Il est possible de les interdire. La nuance est importante. Avec Olivier Klein, nous avons donné le pouvoir aux maires pour mieux les réguler.
Vous comprendrez que cela n'aura pas de sens de dire aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Les maires ont désormais la possibilité de choisir si oui ou non ils souhaitent la présence de dark stores dans leur commune. Ce n'est donc pas à l'État de mener la politique d'urbanisme et de commerce à la place des communes. La manière dont se sont implantés les dark stores et autres dark kitchens en France semble avoir manqué de transparence. À quoi attribuez-vous cela ? Un manque de transparence, je ne suis pas certaine. Disons plutôt que c'était une activité totalement nouvelle, un objet juridique non identifié avec le flou juridique qui l'accompagne. Qu'on le veuille ou non, l'innovation précède toujours la régulation. Dans ce cas précis, le sujet c'était est-ce que les dark stores sont des commerces ou des entrepôts ? Le débat a eu lieu, il a été tranché par le gouvernement en concertation avec les élus locaux. Nous sommes d'autant plus satisfaits de notre solution que le Conseil d'État est arrivé en parallèle à la même conclusion. Désormais, les règles sont claires. Pensez-vous que le quick commerce représente l'avenir de nos modèles de consommation ? Non, pour l'heure, le quick commerce ne concerne que les petits achats d'appoint et cela me semble très lié à l'offre qu'il propose, avec des références limitées pour une clientèle jeune qui passe une commande spontanée avec un panier moyen très bas. Je ne vois pas cet état de fait évoluer à moyen terme, le long terme étant par définition difficile à prévoir. Dans l'état actuel du marché, l'effort logistique considérable qu'implique le quick commerce coûte cher, trop cher pour un panier moyen à 20 €. De plus, je pense très sincèrement que l'avenir du commerce, c'est celui de proximité, que les Français affectionnent particulièrement, parce que c'est un circuit plus vertueux à bien des égards, avec une production locale plus respectueuse de l'environnement. Et puis surtout, rien ne pourra jamais remplacer le conseil client apporté par nos commerçants de proximité. Sommes-nous en train d'assister à une ubérisation des habitudes d'achat quotidien ? Ce n'est pas parce qu'une brèche est visible qu'elle est profonde. Le quick commerce est un effet de transition numérique avant d'être un effet d'ubérisation. Or, la transition numérique ne doit pas être vue comme une menace, bien au contraire. Dans beaucoup de cas, elle apporte une aide importante à bien des aspects pour nos commerces de proximité, que ce soit en termes de visibilité, d'optimisation des tâches administratives ou encore pour toucher de nouvelles clientèles et apporter une solution d'achat complémentaire. Le modèle économique des dark stores est-il viable ? La consolidation extrême du secteur montre qu'en l'état, il est permis d'en douter. Juridiquement, comment différenciez-vous un dark store d'un drive piéton ou voiture ? Par le droit de l'urbanisme, dans le cas des dark stores, votre local sert à livrer et génère des externalités sur les riverains, avec en particulier le bruit des nombreux allers-retours des livreurs. Dans le cas d'un drive, vous vous rendez au local comme vous le feriez pour un commerce habituel. Vous n'avez pas de livraison, vous générez un flux qui bénéficie à l'animation des rues et aux commerces voisins. La législation va-t-elle évoluer et traiter ces dark stores comme des drives ? Non, l'arrêté du 22 mars 2023, qui modifie la définition des sous-destinations de construction, a déjà permis d'apporter ces clarifications. Les drives sont des commerces dès lors qu'il n'y a aucune livraison effectuée, mais uniquement des retraits au comptoir. Les dark stores sont des entrepôts. Avec l'avènement des livraisons et commandes Internet, la loi obligeant les commerces à ne pas réserver plus d'un tiers de leur surface au stockage a-t-elle toujours lieu d'être ? Cette réglementation est spécifique à la ville de Paris, à une époque où chaque commune était libre de créer ses propres catégories de destination et de sous-destination. C'est pour simplifier le travail du juge administratif et la stratégie des entreprises que le législateur a prévu, dès 2014, d'uniformiser ces destinations et sous-destinations. La ville de Paris doit précisément présenter prochainement son nouveau plan local d'urbanisme. Sur ce sujet, comment se passe le dialogue entre votre ministère et les acteurs traditionnels de la grande distribution ? Comme toujours, nous échangeons constamment et en toute transparence avec toutes les parties prenantes. Les distributeurs ont été très attentifs à la question des drives piétons lors de nos concertations sur la régulation des activités des dark stores. Comment se passe le dialogue entre votre ministère et les acteurs principaux du quick commerce ? Notre porte est toujours ouverte, nous sommes à l'écoute de toutes les sollicitations, mais le ministère a pris une position récemment et nous n'y dérogerons pas, évidemment.
9 Français sur 10 attendent d'une marque qu'elle contribue au bien commun, à lire sur emarketing.fr en date du 28 juin. La 7e édition du baromètre Brand Engagement vient d'être publiée. Cette étude prend le pouls des attentes des Français vis-à-vis d'une quarantaine de marques sélectionnées en termes de sens et d'engagement pour une société meilleure. En 2023, les Français privilégient les marques créatrices de valeurs sociales qui font coïncider bien commun et intérêt personnel. Présentation dans le détail avec Antoine Mailly, directeur chez Kea Tilta. Quels sont les grands enseignements de cette édition 2023 ? Il y a ce qui change et ce qui ne change pas. Ce qui reste, c'est le rôle que l'entreprise doit jouer dans la société au sens politique pour contribuer au bien-être, à l'emploi des seniors, à la santé, etc. L'entreprise doit agir pour 89% des sondés. Le bien commun devient une valeur refuge garant de paix sociale. C'est un vrai changement de société qui s'est opéré en très peu de temps sous nos yeux et encore plus pour les jeunes qui sont à des taux de 93%. L'entreprise est attendue au tournant. Ce qui a changé, ce sont les convictions des consommateurs dans un contexte économique difficile. Est-ce que le client est prêt à payer plus cher le même produit ou service s'il est au service d'une noble cause ? Là, c'est plus délicat. Le baromètre repose sur 3 piliers pour évaluer le ressenti des consommateurs: l'engagement pour le bien commun, les nouveaux usages qu'elle promeut et l'excellence des métiers de l'entreprise. En 2023, les Français privilégient les marques créatrices de valeurs sociales qui font coïncider bien commun et intérêt personnel en incarnant un choix sociétal, en accord avec leurs convictions de nouveaux usages installés dont le positionnement répond à un besoin identifié ou une mission claire et forte, sociale et environnementale. Quel est le classement cette année ? Le top 3, en toute logique, place Biocoop en haut du podium, Doctolib en 2e et Blablacar en 3e. Parmi les priorités qu'ils entrevoient, les Français souhaitent plus de Made in France et de respect de l'environnement. Devant la transparence, une meilleure redistribution des bénéfices, plus d'éthique dans le choix de ses fournisseurs. Je pense que la force de ces entreprises, c'est qu'elles sont nativement engagées. Quand on est Biocoop, dès le début, on a un combat pour le bio. Ça, c'est très lisible, y compris dans le nom. Doctolib, c'est faciliter l'accès à la santé, donc c'est perçu comme une cause d'intérêt général. Blablacar, c'est faciliter la mobilité à moindre coût. Ce top 3 n'est pas surprenant, c'est pour cela que les marques engagées doivent avoir des marqueurs forts qui impactent l'opinion publique. En quoi la situation économique de la France en 2023 impacte-t-elle les bonnes résolutions des Français ? Dans ce contexte volatile et incertain, les Français font le choix de leur propre épanouissement, alimentation équilibrée, reconnexion à la nature, épanouissement physique ou mental sont des valeurs en hausse et en résonance avec les attentes pour plus de proximité. Les usages liés au respect de l'environnement ayant atteint un plafond de verre en 2021 et globalement plus cher marquent un repli tendanciel en 2023, sauf pour les achats d'occasion, le do-it-yourself ou le troc perçu comme plus économique, donc nécessaire en période d'inflation. Donc oui, la consommation freine, mais cela favorise aussi de nouveaux usages positifs. Quel secteur est préservé ? Dans un contexte économique inflationniste tendu, ils sont moins enclins à payer le surcoût de la transition écologique et sociétale. Ils attendent que les entreprises les prennent davantage à leur charge, à l'exception d'entreprises bien identifiées, n'affichant pas de surprofit, comme les coopératives ou les mutuelles, qui peuvent faire accepter un surcoût par leur modèle plus juste pour les consommateurs et les salariés. Il y a une France à plusieurs vitesses, selon le statut de l'entreprise et selon les causes qui y sont portées. Y a-t-il eu des surprises ? On constate que l'actualité vient aussi un peu infléchir les perceptions dans un contexte social chahuté. La discrimination des seniors qui étaient en bas du tableau remonte de 7 points. C'est l'item qui progresse le plus. Le débat sur les retraites est passé par là. Si les entreprises n'aident pas les collaborateurs à pouvoir vieillir en entreprise, ça va être compliqué. C'est toujours intéressant de voir comment le pouls de l'opinion est finalement assez proche de ce qui se passe en dehors du champ économique, mais qui finit par venir l'impacter. Livre Amazon attaque en justice la hausse des frais de port, à lire sur bfmtv.com en date du 27 juin.
L'augmentation des frais de port sur les livres va porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres, a dit Amazon, qui attaque cette mesure française devant le Conseil d'État. Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi qu'il attaquait devant le Conseil d'État une mesure destinée à augmenter les frais de port sur les livres, protestant contre un coup sévère au budget des Français. Amazon France dépose donc un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté ministériel du 4 avril qu'il a vigoureusement combattu, explique-t-il dans un communiqué. Cet arrêté, qui doit entrer en vigueur début octobre, fixe à 3 € le seuil réglementaire des frais de port pour les commandes inférieures à 35 €. L'objectif du gouvernement est d'appliquer la loi du 30 décembre 2021 sur l'économie du livre, qui avait pour but d'inciter les acheteurs de livres à se rendre en librairie afin d'éviter ces frais de port. Une mesure qui va pénaliser les lecteurs. D'après Amazon, la mesure est contraire aux droits et à l'intérêt des consommateurs. Elle va pénaliser les lecteurs, les auteurs et la lecture en général et porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres, a estimé le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, cité dans un communiqué. L'offre en ligne et celle des libraires sont en réalité complémentaires. Près d'un livre sur 2 vendu par Amazon est expédié par vers des petites villes et campagnes, c'est-à-dire vers des territoires souvent dépourvus de librairies, a-t-il poursuivi. L'UE critique la France. Amazon invoque l'avis rendu en février par la Commission européenne, très critique contre la France. Bruxelles estimait que le gouvernement français ne lui avait pas démontré comment l'augmentation des frais de port servirait son objectif de maintenir un réseau dense et diversifié de librairies et la diversité et la qualité de l'offre éditoriale. La France, par ailleurs, n'a pas fourni d'évaluation de mesures alternatives moins restrictives, déplorait la Commission. Amazon se dit favorable à la mise en place d'un tarif postal dédié qui existe déjà pour les expéditions de livres vers l'étranger. Premier pas positif d'ID Kids avec sa marketplace à lire sur republic-retail.fr en date du 26 juin. Depuis 18 mois, la transformation digitale d'ID Kids s'est accélérée avec la construction d'une plateforme commune regroupant la plupart des marques du groupe. Nouvelle étape avec le lancement d'une marketplace. Chez ID Kids, la transformation digitale s'effectue en plusieurs étages. D'abord en juin 2022, Oxybul Éveil et Jeux, la marque la plus avancée du groupe dans l'e-commerce avec 50% de son chiffre d'affaires en ligne, et la première à converger son activité web vers la plateforme ID Kids. Puis la plupart des enseignes, Okaidi, Obaybi, ID Kids, Absorba, Shippy, Lily Gaufrette migrent à leur tour sur la plateforme commune en septembre de la même année. Grégoire Duforest, PDG d'ID Group, veut ainsi capitaliser sur le nom ID Kids et valoriser les 18 marques. Chaque marque existe et doit être singulière, mais ID Kids doit devenir la destination préférée des familles en Europe, expliquait Emmanuel Benabou, directeur général d'ID Kids, en juillet dernier à Republic Retail. Le groupe est au service de l'enfance et de la parentalité avec du conseil, des services et des produits. Le programme de fidélité permet à présent aux acheteurs de bénéficier davantage autour d'un programme commun. Avec la fin du programme de chaque enseigne, l'adhésion devient gratuite avec 95% en 2022. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 917,79 millions d'euros. L'intégration de 40 marques partenaires. Après cette première année, la construction des fondations, le site marchand s'est transformé en marketplace avec l'intégration d'une quarantaine de marques partenaires en avril dernier, soit au global une soixantaine aujourd'hui. Nos marques internes ne suffisent pas, souligne Amaury Demode, directeur de la marque enseigne ID Kids. Il nous fallait engager une dynamique plus large avec la mise en avant de marques sélectionnées que nous avions démarré avec Playmobil et Lego. Avec, pour mot d'ordre, être bon pour l'enfant, essentiel pour les parents et engagé pour la planète. Devenir un multi-spécialiste. L'objectif étant bien sûr de compléter l'offre commerciale initiale du groupe spécialisé dans la mode enfantine et les jeux et jouets avec de nouveaux segments dans le même univers
en devenant un multispécialiste et gagner ainsi des parts de marché dans des catégories peu adressées par Idkids. Une quinzaine de marques de chaussures, dont les emblématiques Geox et Kickers dans le secteur, ont rejoint la plateforme avec plus de 2000 références. Chez Oh Baby ou Okaidi, cette catégorie ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires, alors que sur le marché de l'enfance, son poids est plutôt de 25%, pointe Frédéric Froger, directeur des marques. Idkids s'est aussi renforcé dans le textile avec l'arrivée prochaine du sportwear et les accessoires pour répondre aux besoins de la rentrée scolaire, cartable, sac à dos. Et pour s'ouvrir à l'ameublement et donc aux chambres d'enfants, les marques de puériculture et meubles complètent la marketplace. L'augmentation de l'offre se fera progressivement, détaille le directeur de la marque enseigne. Notre positionnement est en aucun cas de proposer un assortiment trop pléthorique, mais une offre sélective répondant à des moments de consommation. Nous avons fait le tri à destination des parents pour leur enlever cette anxiété à faire le bon choix. Et donc sans concurrence pour ses propres enseignes avec un élargissement de l'offre et non une multiplication des mêmes articles. Un panier moyen en hausse. Côté logistique, Idkids a choisi un modèle de dropshipping. Les marques partenaires gèrent elles-mêmes leur stock et la logistique. Néanmoins, pour un panier multivendeur, les frais de livraison ne sont payés qu'une fois. Nous constatons que le panier moyen est plus élevé aujourd'hui, entre 10 et 15% au-dessus avec les marques partenaires, mais nous regardons plutôt la fréquence des visites, plus cruciale, observe Amaury de Mode. Il est cependant trop tôt pour en tirer des enseignements puisque nous n'avons pas encore une saisonnalité complète. Et la volonté que les clients achètent dans différentes catégories dans un marché de l'enfant de 0 à 12 ans, de 4,5 milliards d'euros et de 3,5 milliards pour le jouet, incluant les jeux vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.